Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous débutions notre réunion de ce jour. Et nous avons le plaisir de pouvoir échanger avec deux intervenants de grande qualité sur un sujet extrêmement important qui engage les conditions de notre prospérité, de notre indépendance et de la préservation de notre modèle social. Il s'agit de la compétitivité européenne, qui a été le thème d'un rapport très important remis par Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, l'ancien président du Conseil de la République italienne, à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Et je remercie nos deux intervenants de ce jour de nous faire le plaisir et l'honneur d'être à nos côtés pour pouvoir en débattre. Monsieur Eli Cohen, vous êtes directeur de recherche au CNRS, et puis Madame Nadine Levrato, vous êtes directrice également de recherche au CNRS. Merci infiniment à tous les deux pour votre présence, et j'excuse Monsieur Jean Pisani-Ferry qui devait se joindre à nous, qui a été empêché par problème d'avion, il me semble. Voilà. Et donc, un avion supprimé à Florence qui l'empêche d'être à nos côtés, mais je suis sûr que nous aurons l'occasion de débattre à nouveau. Après quelques propos liminaires que je vais tenir avec le président Coquerel, qui est ici présent, le président de la Commission des Finances, que je remercie de sa présence, voudra lui aussi tenir. Je vous laisserai introduire, et puis ensuite les collègues vous interrogeront. Et donc, je le disais, le rapport Draghi va servir de base à la discussion de ce jour. C'est un rapport qui dresse un constat à la fois sévère mais réaliste, je crois, de la situation de notre continent, qui décrit un continent européen vieillissant, en défi d'innovation dans la recherche et en faiblesse d'investissement dans la recherche et le développement, un continent européen qui pâtit d'un marché intérieur fragmenté, encadré parfois par des réglementations excessives et qui pèsent sur la compétitivité de nos industries et de nos entreprises, dont le marché de capitaux est trop étroit et incapable d'assurer le financement des entreprises, et donc qui repose très largement sur les établissements bancaires, un continent qui manque parfois de suffisamment d'universités d'excellence, générant ainsi des pénuries de compétences et la fuite de certains cerveaux, qui doit faire aussi face à un prix de l'énergie qui est 2 à 3 fois plus élevé que ce que connaissent nos partenaires et à la fois compétiteurs américains, et qui entrave là aussi la compétitivité de nos entreprises. Et donc ce rapport comporte pour chacun de ces chapitres thématiques des recommandations qui sont très précises et qui au fond rejoignent un certain nombre de constats qui ont été faits par la France, par le président de la République, mais aussi par d'autres chefs d'État et de gouvernement depuis quelques années maintenant. J'en cite quelques-uns. La création d'une agence européenne pour soutenir les projets technologiques de rupture, le lancement d'une dette commune afin de mieux orienter l'épargne européenne vers les investissements d'avenir, l'accélération du développement de nouvelles technologies, notamment dans l'énergie et le nucléaire, la mise en place d'une union de l'énergie, l'assouplissement des règles de concurrence pour favoriser l'émergence de champions européens. Et sur tous ces sujets, ma conviction, c'est que sans une action décisive de la part des Européens, alors l'Europe risque d'être fragilisée, voire reléguée dans la prochaine décennie. Si elle n'investit pas massivement dans les industries d'avenir, elle risque d'être effacée si nous ne revoyons pas notre modèle de croissance et si nous ne pensons pas une stratégie industrielle globale. En somme, si nous voulons rester dans la course avec les États-Unis et la Chine et résister au choc Trump, alors il nous faut apprendre à grandir par nous-mêmes et prendre les bonnes décisions politiques et faire les bons investissements à 27. Et c'est au fond le risque qui est aujourd'hui devant nous. Ce serait une forme de division ou de fragmentation des Européens qui iraient les uns après les autres voir le président américain pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Moi, je crois qu'au contraire, il faut que nous ayons une politique industrielle globale à 27 qui soit déterminée. Et c'est de cette manière-là que nous serons capables de relever les défis qui sont devant nous. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en préambule. Je vais, une fois n'est pas coutume, céder la parole au président Coquerel pour qu'il puisse intervenir. Je crois qu'il a un engagement par la suite, et j'ai souhaité qu'on puisse associer aussi quelques membres de la Commission des Finances. Et puis ensuite, je vous laisserai intervenir. Président Coquerel. Bien, merci Président Anglade. Déjà, merci de l'invitation et merci de me permettre de parler au début, parce qu'effectivement, j'ai un impératif et je souhaitais faire quelques observations et aussi jeter quelques propositions, questions. Et je regarderai évidemment les vidéos pour connaître les réponses de vos invités. Je regrette d'ailleurs l'absence de M. Pisani-Ferry, que je cite beaucoup en ce moment, notamment pour l'estimation des budgets nécessaires pour répondre à la question de la crise écologique. Bon, c'est clair que le rapport Draghi est un moment qui fait date, ne serait-ce que parce qu'il vient justement de lui, c'est-à-dire de quelqu'un qui a
tenu un rôle absolument éminent dans la constitution de la politique économique en Europe, dans les politiques de ces dernières années. Et j'allais dire que, du coup, ces critiques, parce que critiques il y a, prennent d'autant plus d'importance. Voilà. Il énumère des maux que subissent aujourd'hui l'économie européenne. Il parle de l'antagonie, qui impliquera une dégradation des conditions de vie de la population, une aggravation de la crise environnementale, et puis aussi, j'allais dire, un décrochage avec notamment d'autres économies mondiales, notamment les États-Unis. Donc il y a un message d'alerte. Mon premier constat, et ça, je me retrouve finalement assez, pour ma part, dans les messages d'alerte qui sont faits et la gravité de la situation. Bon, je ne parle pas forcément du même endroit que lui, c'est-à-dire que moi j'estime que on est en train de vivre l'échec des politiques qui peu ou prou dominent en Europe, c'est-à-dire des politiques de compétitivité, des politiques qui mettent la question de la dette en alpha oméga de tout objectif de politique économique, et des politiques de l'offre globalement, où chaque État européen essaie d'attirer à lui les capitaux en espérant ensuite que ça va créer de l'emploi, l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain, pour reprendre l'adage du chancelier Schmitt dans les années 80. Moi, je constate, j'ai l'impression, et c'est vrai en France, mais pas qu'ailleurs, c'est qu'en réalité, ces politiques-là nous conduisent dans les difficultés qu'énumère M. Draghi, mais font aussi que, notamment en France, on ne règle à la fois ni la dette financière, ni la dette écologique. Et j'allais dire que, pour moi, c'est la seconde qui, aujourd'hui, d'un point de vue vital, a la plus grande importance. Donc, il y a un double échec évident. Bon, moi, je vais m'attarder, pas sur toutes les mesures, notamment parce qu'il y a un certain nombre de mesures, je ne suis pas forcément d'accord avec M. Draghi. Je ne parlerai pas, donc, je ferai l'économie de ce qu'on pourrait dire, notamment sur le caractère de rupture avec le libre-échange que nécessiterait la relance d'une politique économique européenne, et puis aussi avec un modèle plus protectionniste. Les autres le font, pourquoi ne le ferions-nous pas? Mais je vais surtout m'attarder sur sa recommandation première qui me semble fondamentale, qui est celle de l'investissement, de la bifurcation écologique. Parce que le constat qu'il fait, c'est que nos économies ont été incapables de mettre l'argent qu'il faut pour essayer, ne serait-ce que faire ralentir les chiffres de crise environnementale et de montée climatique. Il le chiffre à 800 milliards d'euros. Il estime que la contribution doit être évidemment sur les marchés de capitaux et notamment sur le privé via la mobilisation de l'épargne des ménages européens. Mais il dit aussi que ça ne doit pas être uniquement porté par les acteurs privés. Et de ce point de vue-là, on retrouve un peu le rapport Pisani-Ferry-Mafuz dans justement ce partage un peu dans l'investissement nécessaire. Bon, lui, ce qu'il dit, c'est qu'une partie des sommes mobilisées, il estime que ça doit provenir d'emprunts européens en commun. Je trouve que déjà, l'idée est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle remet en question la logique qui diabolise à tout prix la dette. Et ça ne m'étonne pas que les réactions premières, notamment du côté allemand, aient été assez rétives à cette proposition. Mais j'observe qu'aujourd'hui, il y a une crise politique en Allemagne qui est centrée justement sur la question de la dette et de savoir si il est véritablement opportun, vous aurez compris que je ne le pense pas, de continuer à estimer que c'est l'alpha oméga de toute politique monétariste, notamment voulue par l'Allemagne. Je vais conclure sur une chose, c'est que je ne considère pas pour autant que la dette commune soit forcément la solution la plus adaptée. J'accepte d'en discuter, mais je ne suis pas sûr que ça soit la solution la plus adaptée. Et je mettrai deux idées sur la table. La première, je me demande si la BCE, ne devrait pas finalement utiliser les mêmes prérogatives qui ont été les siennes pendant la crise du Covid, c'est-à-dire faire en sorte d'achat de titres lancés par elle-même et après mise à disposition des banques centrales européennes, autrement dit sortir la dette des marchés et faire en sorte d'avoir une certaine dette qui contribuerait justement à cette bifurcation écologique qui soit mobilisée par les banques centrales, évitant ainsi le défaut de la pression des marchés. Ça, c'est une première chose que je mets sur la table. Je pense aussi qu'on pourrait réfléchir à une autre vieille idée qui circule, qui serait le fait de sortir les investissements écologiques des critères de Maastricht, de façon justement à éviter le couperet que représentent ces critères sur des politiques d'investissement. En tout cas, je pense qu'il y a urgence et qu'il y a urgence à prendre les bonnes décisions en la matière. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Président. Je passe tout de suite la parole à M. Cohen, si vous voulez commencer, puis ensuite à Mme Levrato pour 5 à 10 minutes en introduction. Je vais bien commencer. Micro aussi. Alors, c'est bon ? Ah bon, c'est bien.
Alors, le rapport Draghi, c'est essentiellement trois choses, et trois choses particulièrement claires. C'est d'abord un diagnostic très documenté sur l'état de l'Europe, notamment par rapport à ses grands concurrents états-uniens et chinois. Et c'est un diagnostic particulièrement saisissant parce qu'il montre en gros que l'Europe n'a cessé de rattraper les États-Unis tant en termes de PIB par habitant qu'en termes de productivité et de croissance pendant pratiquement 30 ans, et qu'au cours des 10 dernières années, l'Europe a décroché et décroché massivement. Et le diagnostic de Mario Draghi est très simple. Il dit ce décrochage européen qui est source de perte de prospérité pour l'Europe et d'appauvrissement relatif des Européens par rapport aux Américains est dû à un fossé qui s'est creusé en matière de gains de productivité. Et ce fossé en matière de gains de productivité s'explique essentiellement par les déficits en matière d'innovation et donc en matière de recherche et donc par l'affaiblissement de l'effort de recherche européen. Donc le diagnostic est clair. Nous sommes en perte de croissance, en perte de prospérité et nous sommes en déficit d'innovation et d'investissement dans la recherche et développement. Ça, c'est le document, c'est le diagnostic et il est fabuleusement illustré. Il y a des tas de données sur la croissance, sur la productivité, etc. Il y a même des données intéressantes. Par exemple, il dit quelles étaient les grandes entreprises européennes il y a 30 ans? Les mêmes qu'aujourd'hui. Quelles étaient les grandes entreprises dominantes aux États-Unis il y a 30 ans? Aucune aujourd'hui. Et donc il dit, ça résume parfaitement le basculement formidable qu'ont su réaliser les Américains d'une économie, disons, basée sur l'automobile, la chimie, la mécanique, ce qui est resté l'Europe, à une économie du numérique avec les GAFAM et le succès de ces grandes entreprises de technologie, les 7 merveilleuses, etc. Et bien, il dit en Europe, rien de tout ça ne s'est passé. Ce qui est un diagnostic d'une sévérité extrême. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui vous fera très plaisir, c'est une critique de l'idéologie communautaire qui m'a, moi, personnellement, assez surprise. Je détaillerai tout à l'heure. Mais en gros, il dit le modèle sur lequel on a vécu, c'est que plus on ouvre, plus la concurrence se développe, plus les entreprises s'adaptent, plus elles gagnent en part de marché, plus elles dégagent des marges, plus elles investissent dans la recherche et plus elles investissent dans l'innovation. Il dit, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a quelque chose qui a cloché. Alors, ce qui a beaucoup cloché pour lui, c'est le fait qu'on n'a pas véritablement réalisé l'intégration à 27, qu'on a continué à essayer d'additionner des politiques nationales avec un centre assez faible. Enfin, quand même, il dit, ce modèle spontané de la spécialisation économique et d'une spécialisation économique vertueuse avec une montée en gamme n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, quand il passe aux propositions, il dit il faut changer d'air. Et changer d'air, là, il prononce toute une série de mots obscènes. La politique industrielle, les champions nationaux, enfin, les champions européens, tout ce qui était absolument tabou, banni, etc., retrouve une certaine grâce. Alors, bien entendu, pour les Français qui se sont battus là-dessus pendant des décennies et qui se faisaient traiter de protectionnistes, de nationalistes, etc., c'est une musique agréable à entendre. Donc ça, c'est le deuxième élément, donc la critique de l'idéologie communautaire. Et puis le troisième point de son rapport, c'est quand même un catalogue pour l'action. Et il dit, en gros, si on veut répondre à ces défis que j'ai mentionnés, eh bien, il va falloir vraiment changer d'air, c'est-à-dire changer fondamentalement de logiciel. Et il va même jusqu'à dire que les institutions européennes, telles qu'elles fonctionnent actuellement, ne sont pas capables de répondre aux défis. Il avance des choses tout à fait obscènes. J'ai parlé tout à l'heure de la politique industrielle. Il parle aussi de fédéralisme budgétaire. Il parle de cette dette de 600 milliards. Il parle de la communautarisation de certaines politiques et de vrais transferts de compétences au centre. Voilà un peu la structure générale. Et je vais essayer maintenant d'entrer davantage dans le détail. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Premier point, c'est le diagnostic documenté. Alors, ça, c'est très intéressant parce que, au fond, il nous explique qu'il n'y a pas de miracle. Les politiques menées au niveau communautaire étaient trop faibles
pour provoquer la rupture nécessaire et pour coller à la dynamique technologique et industrielle. Et au fond, ce qu'il dit, c'est que face au décrochage industriel européen, l'Europe a souvent pratiqué l'exorcisme. Alors c'est fascinant. Il dit, périodiquement, tous les 10 ans, l'Europe constate qu'elle a raté le coche des nouvelles technologies, qu'elle a raté le coche de l'écologie, qu'elle a raté le coche du numérique. Et que conclut l'Europe en général après ces constats? Eh bien, nous allons faire d'une faiblesse une force. C'est parce que nous avons raté le coche que nous allons être les meilleurs. Et du coup, on se donne des objectifs toujours tonitruants, devenir la première puissance mondiale dans le domaine du numérique, parce qu'on a raté l'Internet, on a raté la téléphonie mobile, etc. Devenir la première puissance pour la transition écologique, etc. Et il dit, bien entendu, la politique de l'exorcisme et du volontarisme débridé, c'est pas ça qui peut être la solution. Et pourtant, encore une fois, c'est la réponse qui est chaque fois faite. Alors il dit, maintenant, il faut être sérieux. Si on veut s'attaquer au problème, il va falloir un effort massif d'investissement, les 800 milliards d'euros que vous évoquiez. Dans cet effort massif d'investissement, il va falloir que l'État et le privé soient mobilisés. Le privé en particulier, il dénonce cette situation où l'Europe ne cesse de dégager de l'épargne, qu'elle s'acharne ensuite à vouloir placer là où c'est possible, c'est-à-dire essentiellement aux États-Unis et ailleurs, et pas en Europe. D'où la nécessité absolue, dit-il, d'achever la réalisation du marché des capitaux européens et de prendre des mesures incitatives pour que l'investissement puisse se réaliser au niveau européen avec cette épargne. Alors, donc, premier élément, effort massif d'investissement. Deuxième élément, mutualisation des politiques d'investissement avec ce que vous mentionnez tout à l'heure, la création d'une agence européenne de l'investissement. Mais au fond, quand on lit à travers les lignes, Mario Draghi a un modèle en tête. Un modèle qu'il estime fonctionner de manière vertueuse. C'est le modèle américain de l'innovation. Pourquoi? Parce que le modèle américain de l'innovation est fondé sur l'articulation de 3 écosystèmes. Premièrement, un écosystème de la recherche et de l'innovation, basé sur la recherche publique, sur les grandes universités, sur les fondations de recherche, sur tout un système qui est capable de produire de l'innovation et de l'innovation de rupture et qui est dans une interaction entre la recherche publique et la recherche privée, le transfert des résultats de la recherche publique, etc. Ça, c'est le premier écosystème. Mais il dit, il y en a 2 autres. Le deuxième autre, c'est l'écosystème du financement qui comporte des banques, des investisseurs, des fonds de pension, des entreprises de private equity et qui interagissent avec l'écosystème de l'innovation. Donc il ne faut pas simplement faire de la recherche, innover, avoir de la recherche de pointe. Il faut également avoir un écosystème du financement de la recherche, du financement de l'innovation et du financement du transfert des résultats vers l'entreprise. Mais il dit, ça ne suffit pas. Il manque un 3e pôle, c'est l'écosystème de la gouvernance. Et dans l'écosystème de la gouvernance, alors il a un modèle que vous avez tous en tête, c'est le modèle du DARPA américain. Le modèle du DARPA américain, c'est la capacité, à partir du centre d'initiative politique majeure qui est la présidence des États-Unis et du conseiller scientifique du président des États-Unis, de nourrir des programmes de recherche avec des financements publics et de veiller au transfert de ces résultats de la recherche publique vers l'industrie. Et alors, bien entendu, il y a un modèle que tout le monde a en tête, c'est le modèle du vaccin du Covid. Le modèle du vaccin du Covid, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout les grandes entreprises spécialisées dans la pharmacie ou dans les vaccins qui ont été leaders. Pas du tout. Il n'y a qu'à voir ce qui est arrivé à Sanofi. Non, c'est une série de start-up à la fois aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays qui ont fait le pari de l'ARN messager en particulier et qui ont pu se lancer dans une voie qui était considérée comme casse-gueule par beaucoup, mais qui a pu être menée à bien. Et pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le président des États-Unis, M. Trump, qui a convoqué son conseiller scientifique, Moncef Slaoui, c'est un Français d'origine marocaine,
il lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un vaccin dans les 3 mois qui viennent. J'en ai besoin avant la prochaine échéance présidentielle. Il faut absolument que je vienne avec un vaccin. Alors, Moncef Slaoui lui a dit, écoutez, moi je peux vous donner la liste de toutes les entreprises partout dans le monde et les institutions de recherche qui sont sur le point d'aboutir, mais ça vous coûtera 12 milliards de dollars. Trump a dit, chic, je paye les 12 milliards de dollars, et on a distribué les 12 milliards de dollars aux entreprises françaises, américaines, allemandes, qui étaient en pointe dans ce domaine-là. Juste une parenthèse, il y avait au même moment une entreprise française qui avait une piste qui s'appelait Valneva, qui a demandé 40 millions d'euros au ministère des Finances. Et la procédure, je crois, est encore en cours, elle n'a jamais abouti. Donc, voilà la différence, 12 milliards de dollars. Et puis, Moncef Slaoui est revenu ensuite rapidement vers le président Trump. Il lui a dit, écoutez, il y a quand même un problème, c'est que même quand on est capable de mettre au point un nouveau vaccin, le temps de bâtir les nouvelles usines, d'avoir les machines, de les transporter, de mettre tout ça en œuvre, ça prend beaucoup de temps et vraiment les entreprises ne sont pas capables de faire ça. Trump a dit, ce n'est pas un problème. On mobilise, s'il le faut, l'armée américaine pour déplacer les matériels, pour les installer et pour lancer les chaînes de production. Donc tout ceci, pourquoi? C'est pour vous montrer d'abord cette imbrication des 3 écosystèmes dont je vous parlais tout à l'heure, et plus encore le fait que les États-Unis, c'est un État fédéral avec des moyens concentrés et avec une capacité de mobiliser une force de frappe considérable. Et donc suivez mon regard, il dit qu'est-ce qu'il faut faire en Europe? Eh bien, il faut en Europe qu'on apprenne la leçon et qu'on fasse plusieurs choses. Premièrement, achever l'intégration du marché unique. Le marché unique est encore plein de trous, notamment en matière financière, j'évoquais tout à l'heure. Et puis surtout, on a bien souvent 27 pays qui poursuivent des politiques nationales, qui promeuvent leurs champions nationaux. Et puis surtout, on a une règle horrible, le juste retour. Et il faut bannir absolument le juste retour. Lorsque on veut développer une politique de rattrapage qui se situe au-delà du rattrapage parfois à la frontière technologique, qu'on doit promouvoir des recherches de rupture, c'est certainement pas avec la règle du juste retour qu'on peut y arriver. Donc des moyens nouveaux, les 800 milliards d'euros, une mutualisation de la dette, un nouvel organisme d'intervention pour promouvoir la recherche, la fin du juste retour, l'accélération de l'intégration européenne avec le marché unifié des capitaux. Et il dit, sur cette base-là, on pourra passer à la deuxième phase de la politique industrielle européenne. Et c'est quoi cette politique industrielle européenne? Il dit, c'est simple. Nous avons multiplié au cours des 10 dernières années les initiatives, y compris en faisant des choix sectoriels. C'est les fameux PIEC, les PIEC. Et il dit, les PIEC, qu'est-ce que c'est? C'est des politiques sectorielles pour lesquelles on a relâché les exigences de concurrence, mais c'est toujours trop peu, trop tard. Et donc, il va falloir prendre au sérieux ces PIEC, les mettre véritablement en œuvre avec des moyens beaucoup plus importants. Et là, juste un détail amusant, ça, c'est pas de Draghi, c'est lors d'une réunion que j'avais eue avec le président de la République. Je lui ai dit, écoutez, j'ai regardé les PIEC et j'ai essayé de comparer les PIEC avec ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. Première surprise agréable, nos secteurs prioritaires sont les mêmes qu'aux États-Unis et qu'en Chine. Donc en gros, on n'a rien raté. On est tous dans le numérique, dans le cloud souverain, dans les batteries, dans la mobilité, dans les énergies nouvelles, etc. Il y a vraiment... On est tous sur les mêmes programmes, on privilégie tous les mêmes filières. Deuxièmement, je dis, autre élément intéressant, la Commission européenne a pris rapidement des initiatives pour relâcher les contraintes de concurrence qui existaient jusqu'à présent. Et donc les entreprises qui participent au PIEC peuvent collaborer, peuvent faire des projets communs, peuvent finaliser des projets, peuvent lever des financements communs, etc. Agréable surprise. Alors où est la différence? La différence, c'est que le rapport entre ce que les Européens mettent dans ces PIEC et ce que font les Américains ou les Chinois est souvent de 1 à 10. Et je dis au président, je me suis amusé à regarder ce qu'on fait, parce que les télécoms est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai regardé qu'en Chine, ils avaient décidé de lancer un programme de 6G avec une constellation de satellites entièrement financée
par le gouvernement chinois. Et j'ai regardé s'il y avait quelque chose d'équivalent en Europe. La 6G n'existe pas en Europe. On continue à parler du déploiement de la 5G et des mesures à prendre pour favoriser le déploiement de la 5G, ce qui favoriserait, dit-on, éventuellement la transition vers la 6G. Si vous voulez, quand vous constatez ça, vous vous dites, bon, bah, voilà. On a juste envie de dire, just do it. On a les PIEC, on a les programmes, on a les acteurs industriels, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce que sont les priorités, bah, il faut juste le faire. Et c'est là que ça bloque. Alors, ça bloque pourquoi? Eh bien, parce que, je termine là, hein, je sens que vous impatientez, j'en termine par un mot, parce que les institutions européennes sont bâties, en fait, non pas pour faire émerger des spécialisations nouvelles, mais pour favoriser la concurrence. Et donc, tant qu'on n'acceptera pas l'idée que l'objectif des institutions européennes est de favoriser la souveraineté et la prospérité, et donc tant qu'on n'alignera pas les moyens avec ces objectifs, ce qui passe probablement par des efforts à faire en matière de fédéralisme budgétaire, ce qui passe par la constitution de véritables institutions intégrées, eh ben, on passera son temps à commenter et à se dire « on a raté le coche, c'est très bien, à la prochaine révolution, on sera les premiers ». Merci. Merci beaucoup. Madame Lévrato, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, après l'éloge et la lecture brillante au prisme de l'économie politique du rapport Draghi que vient de faire Elie Cohen, je vais essayer de compléter par une vision peut-être plus technique et à la fois plus institutionnelle du rapport pour essayer d'en présenter, discuter et analyser les rouages et les causalités. Alors, tout d'abord, je vais partir du constat qui semble très largement partagé et que l'on ne peut que partager, qui concerne le décrochage entre le PIB et la croissance du PIB européen et celui des États-Unis, que l'on observe depuis une dizaine d'années notamment. Deuxième constat, c'est la menace chinoise qui est plusieurs fois mentionnée dans le rapport, qui n'est non plus pas nouvelle, mais qui tend à s'intensifier. Troisième constat, largement partagé, la faiblesse du secteur des technologies propres, du numérique et des difficultés dans les secteurs de la santé. Et enfin, le déficit commercial qui devient largement préoccupant en Europe. Le premier constat que l'on peut faire aussi sur ces éléments d'information, c'est que la référence du rapport, de manière récurrente, sont les États-Unis. Première question, pourquoi se focus sur les États-Unis? Pourquoi ne pas se référer à un groupe de pays dans lesquels on pourrait considérer également la Corée, le Japon, qui sont des pays dont le développement et la dynamique sont plus intéressants et qui sont plutôt proches de ceux de l'Europe que de celui des États-Unis. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si ceux qui décrochent, mais par le haut, ne seraient pas davantage les États-Unis que le reste du monde, de même qu'en Allemagne, le pays atypique avant, lorsqu'on regardait l'industrie, c'était l'Allemagne plus que les autres pays industriels. Et partant de là, je me suis demandé, en le lisant, pourquoi n'étaient pas mis plusieurs éléments en miroir. Premier élément en miroir, c'est tout le contexte socio-sanitaire, on va dire. L'espérance de vie est supérieure dans l'Union européenne, supérieure de 5 ans à ce qu'elle est aux États-Unis. Le taux de suicide est inférieur dans l'Union européenne. Le taux de mortalité infantile. Alors je sais bien que la corrélation entre le PIB et l'indice de développement humain, lorsqu'on fait des études macroéconomiques, est difficile à établir. Néanmoins, plusieurs travaux, y compris des plus grands économistes, je pense à Acemoglu par exemple, appellent à la considérer. En effet,
On sait que si le classement des États-Unis se dégrade quand on considère l'indice de développement humain par rapport à celui du pays, quand on regarde le PIB par habitant, c'est justement en raison de l'absence ou des faiblesses du modèle social généralisé dans ce pays. Ensuite, lorsqu'on compare le rapport à la littérature économique et notamment empirique sur le sujet, on voit que certaines affirmations peuvent être discutées, telles que celles qui concernent une politique climatique sans politique industrielle dans l'Union européenne. Depuis le Covid, on a au contraire des efforts de convergence qui s'incarnent dans le Green Deal, par exemple, pour concilier ces deux politiques. J'ai publié récemment à ce sujet. Et ce qui interroge également, toujours pour cette lecture globale du rapport, c'est l'absence quasi totale de bilan des réformes nombreuses et profondes de l'Union européenne antérieures et qui n'ont pas empêché manifestement, puisque le constat dressé est inquiétant, ce décrochage. Passons aux propositions maintenant. Les propositions qui sont contenues dans le rapport sont extrêmement riches, extrêmement intéressantes. Certaines sont plus nouvelles ou plus innovantes que d'autres. Pour citer quelques exemples de propositions anciennes, le déficit de start-up à combler, le financement de l'innovation qui, de manière récurrente, est jugé insuffisant, la faiblesse des investissements en recherche et développement, notamment privés, en Europe, l'appel à la création d'universités d'élite, etc., etc. Donc, beaucoup ont été rappelés par mon collègue. Beaucoup ont déjà connu des tentatives de mise en place. Au sujet également des nouveautés qui concernent l'engagement écologique et la bifurcation des économies européennes, on remarque un lien intéressant, peut-être restrictif, qui est fait entre, d'un côté, décarbonation de l'industrie, de l'autre côté, compétitivité. Et ce qui est frappant de constater, c'est que le rapport met l'accent très fortement sur la question de l'énergie et considère moins le reste des intrants dans les processus de production, alors même que, parallèlement, la question des limites planétaires fait partie des éléments des rapports du GIEC qui sont mis en avant par rapport au changement de politique publique. Alors, ce que le rapport ne précise pas et qui peut être gênant, notamment à ce projet d'emprunt européen très intéressant, d'ailleurs déjà expérimenté pour le Covid et dont les conséquences en termes de remboursement ne sont toujours pas réglées, c'est qu'il y a plusieurs modalités qui sont envisagées et qui sont soit difficilement compatibles avec le fonctionnement et les règles de gouvernance actuelles, soit qui pose des hypothèses très fortes dont le respect, pour aller dans le sens des recommandations du rapport, serait difficile à obtenir. Premier élément non précisé par le rapport, c'est quelles sont les modalités qui pourraient conduire des entreprises européennes aujourd'hui concurrentes à devenir des institutions qui coopéreraient les unes avec les autres. Comment transformer des entreprises concurrentes en une entreprise ou une nébuleuse d'entreprises coopératives? Donc ça, c'est une question qui est très difficile à atteindre, et d'autant que les pays mettent en place souvent des politiques d'attractivité des entreprises,
que l'on voit décliner au niveau des régions, qui font qu'à l'intérieur de l'Union européenne, les écarts en termes de spécialisation, comme l'ont noté des analyses récentes d'Andrés Rodriguez-Pose à la LSI ou de Philip McCann à Birmingham, expliquent les tensions et cette géographie des mécontentements à l'intérieur de l'Europe. Donc, comment faire en sorte de passer de logiques de concurrence à des logiques de coopération? Deuxième question forte, comment les modifications des traités appelées par exemple par l'extension du principe de majorité qualifiée pourraient être réalisées, sachant que l'on a besoin d'une unanimité pour passer à ces révisions. Donc on voit que ces tensions sont fortes et elles s'incarnent notamment dans le non-paper des 20 États membres qui retient seulement les propositions relatives à la simplification, sans faire référence à la nouvelle facilité communautaire. Et on voit bien ici se dessiner le clivage entre les États frugaux et les États dépensiers. Comment les mesures innovantes peuvent être préférées par les États non signataires de ce non-paper, dont l'Espagne, la France ou l'Italie. Donc, qu'est-ce qui va permettre d'enclencher les plus importantes innovations proposées par le rapport Draghi? Ce qui a attiré mon attention aussi, c'est ce que j'appellerais l'illusion de la simplification qui semble traverser le rapport. Alors, il est à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de décarboner l'industrie dans l'Union européenne, et on ne peut être que d'accord avec cette proposition, et de faire de l'Union européenne le leader mondial de l'industrie verte. La méthode qui est présentée, c'est grâce à la simplification des processus de développement industriel, d'installation, de procédures administratives. Et là, il y a quand même une inquiétude dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, me semble-t-il, c'est que deux principaux dispositifs existants actuellement sont visés. La CSDR, Corporate Sustainability Reporting Directory, et la CS3D, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Ces deux mesures, en fait, visent à obliger les entreprises à mener des diligences requises sur la chaîne d'activité pour la CS3D et à divulguer de l'information sur les dommages environnementaux dont les entreprises pourraient être à l'origine. Alors, le rapport s'interroge sur la manière d'alléger ce fardeau, ce qui présuppose donc que ces deux directives constituent des fardeaux alors qu'elles ont déjà été transposées par plusieurs pays dans leurs droits nationaux. Et pour cela, le rapport propose de relever les seuils de définition des PME. Cette question des seuils est assez récurrente chaque fois qu'il s'agit de mettre en avant le fardeau des réglementations et de créer une nouvelle catégorie comptable pour les petites et moyennes capitalisations boursières afin de les soumettre aux mêmes règles que les PME ou à les extraire du droit national ou des droits nationaux pour les faire entrer dans un métadroit européen. Alors, je conçois que certaines régulations puissent être considérées comme excessives. C'est le cas, par exemple, de l'Artificial Intelligence Act, qui néanmoins protège de certaines dérives, comme le crédit social à la chinoise ou la discrimination automatique des CV. Mais admettons qu'elle soit limitative. Le rapport attaque néanmoins des réglementations très, très vastes et qui s'inscrivent justement dans des politiques de transition économique. Quels sont les points qui, selon le rapport, peuvent être gênants ? Le devoir de vigilance, la taxonomie verte, REACH également, qui sont pourtant des éléments caractéristiques importants du rapport européen.
Donc, je reviendrai peut-être, s'il y a des questions, au sujet de la concurrence, mais il me semble inquiétant de voir la minoration de l'environnement qui est portée par le rapport Draghi, qui insiste à raison sur la décarbonation asymétrique, souligne l'incohérence des politiques européennes et l'insuffisance du soutien à ce sujet, tout en appelant, et il y a là une certaine contradiction, à alléger les contraintes aux deux directives que je mentionnais préalablement. D'abord, aucune preuve empirique ne montre qu'elles sont une entrave à la compétitivité et à la croissance. Ensuite, leur coût réel est inconnu. Et enfin, le découplage entre croissance et décarbonation semble difficile à atteindre si l'on ne prend pas en compte les autres limites planétaires. Merci. Donc, peut-être faudrait-il considérer que la croissance est aussi entravée par d'autres problèmes que celui de l'énergie et s'inquiéter des possibilités de régression par rapport au Green Deal européen de janvier 2020. Merci Je vous beaucoup. remercie pour votre attention. Merci Madame. Merci à tous les deux pour vos propos liminaires. On en vient maintenant aux expressions des orateurs de groupe, donc il y auront 2 minutes 30 chacun, et je vous propose de répondre dans la foulée à chacun des intervenants pour une durée de 2 minutes 30 également, de sorte à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Et nous allons commencer par le groupe Lyot et Monsieur Mazori. Merci Monsieur le Président, Madame Levrato, Monsieur Cohen, merci beaucoup pour ces premiers échanges. Le rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne est très complet et il montre toute la connaissance du Président Draghi, issu de son expérience de l'Europe, de son fonctionnement, de son efficacité, mais également il montre tous les axes d'amélioration possibles. Ils sont, semble-t-il, nombreux à en croire d'ailleurs le rapport lui-même, comme je pense nous le constatons tous les jours nous tous. Le rapport balaie à peu près toutes les pistes, tous les axes et ouvre toutes les perspectives de réforme. De ce fait, il permet de tout y trouver, ce qui met en exergue le défaut majeur de ses qualités, un peu comme dans une auberge espagnole. Tout le monde, tous les États et toutes les tendances peuvent donc y trouver toutes les réponses qu'ils souhaitent pour l'Europe, à la découpe, angle par angle, mettant ainsi en risque la structure même du développement européen, mais également ses indispensables et réelles réformes, pour autant nécessaires. Chacun peut y lire ce qu'il veut et y trouver ce qu'il y apporte. C'est un peu dommage. C'est un peu comme si chacun, par sa pierre, voulait construire un monument architectural sans prendre le recul nécessaire pour concevoir l'œuvre dans son ensemble. Sur le point spécifique de la défense, sur lequel on a voulu particulièrement faire un focus, on y trouve un appel très fort et louable à une industrie de défense plus européenne et moins dépendante des États-Unis, avec la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance de la politique industrielle de défense. Or, ceci suppose de fait une politique commune de défense et implique une réelle diplomatie européenne, ce qui semble de moins en moins aisé à mettre en place, d'une part à cause de l'accroissement du nombre de pays membres, ayant des politiques étrangères individuelles souvent divergentes et parfois même opposées, et réformer la gouvernance de l'Europe en généralisant l'usage du vote à la majorité qualifiée afin de supprimer les blocages qui seraient causés par le veto d'un seul État membre, ce que l'on trouve dans le rapport. Pour une industrie de défense unique, il faut une gouvernance unique et donc une stratégie unique. Nous en sommes loin, voire nous continuons de nous en éloigner. Par conséquent, Madame Levrato, Monsieur Cohen, pensez-vous que le projet de réforme que contient le rapport Draghi et visant à la généralisation du vote à la majorité qualifiée puisse être fonctionnel pour les sujets de défense, ainsi que pour l'expression diplomatique d'une Europe unifiée? On en voit toute la limite en ce moment même en ce qui concerne le mode d'adoption ou de rejet du traité entre l'UE et le Mercosur, par exemple. Je vous en remercie. Merci. Monsieur Cohen. Oui, alors je ne crois pas du tout qu'une politique étrangère ou la politique de défense puisse être décidée à la majorité qualifiée. Ça, c'est absolument écarté. Ça ne se fera jamais. Par contre, on peut tout à fait avancer dans la création d'une industrie européenne de défense intégrée. Après tout, ça fait des décennies que nous avons appris à coopérer sur des grands programmes européens. C'est grâce à ces grands programmes européens qui ont été bâtis souvent par des industriels eux-mêmes
que sans intervention de la communauté, sans intervention du Conseil, qu'on a pu se doter d'une industrie aéronautique et d'une industrie de défense qui aujourd'hui tiennent la dragée haute aux États-Unis. On le voit notamment avec la crise de Boeing. Donc je crois que si on avait une agence européenne intégrée de l'industrie d'armement, 1. 2. Si on avait des crédits dédiés à cette agence européenne. 3. Si on poussait un certain nombre de programmes communs, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de faire ce qu'on a été capable de faire par le passé. Et si on dit qu'il faut absolument qu'on ait une politique et une politique de défense et une diplomatie intégrée, alors autant dire que c'est perdu d'avance, donc on ne le fera pas. Donc essayons plutôt de techniciser l'objet défense, essayons de techniciser l'industrie d'armement, essayons de trouver de nouveaux programmes et surtout, engageons-nous, comme l'a fait le président de la République lors du débat au Collège de France, engageons-nous, nous Français, nous Italiens, nous Espagnols, nous Grecs, à dire, c'est simple, si au bout du compte, si au bout du processus, le champion européen des missiles est polonais, eh bien nous Français, nous ne saboterons pas ce champion européen polonais et nous accepterons de jouer le jeu de la spécialisation interne au sein de l'Europe. Alors, j'ai été très surpris de voir le président dire ça, mais après tout, il faut le prendre au mot. Merci beaucoup, Madame Leverato. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, donc au-delà de la quasi-impossibilité à changer les règles avant d'entamer une politique de la défense commune, il y a quelques points qu'il faut mentionner dans la mesure où Airbus était un programme entre États et pas un programme commun. C'est ce qui est souvent cité en exemple comme référence. Et le fait que cette discipline qui était rappelée par Eli Cohen est actuellement difficile à envisager. On le voit avec les Polonais, par exemple, qui préfèrent acheter des avions américains. Donc il y a des intérêts divergents pour des raisons géopolitiques qui peuvent rendre difficile la convergence pour une industrie très sensible. Et il y a ensuite les délais, puisque le char franco-allemand est en projet, mais ne sortira qu'à un horizon assez lointain. On est sur un secteur où le temps de retour des investissements en R&D est extrêmement long. Donc, à supposer que l'on s'engage demain matin dans une telle politique, il faudrait attendre des années pour qu'on puisse en voir les fruits. Merci beaucoup. La parole est à Guillaume Bigot pour le groupe Rassemblement National et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur Cohen, Madame Leverato, chers collègues. En effet, le rapport Draghi, assez exhaustif, ne dissimule rien du décrochage du vieux continent en matière de compétitivité. Le rapport Draghi souligne notamment que l'un des facteurs clés de la compétitivité de toute industrie réside dans l'énergie et dans son prix. Alors, comment expliquer que le rapport Draghi esquive cette question pourtant, à mon avis, centrale du marché européen de l'électricité ? Ce marché qui est, si j'ose dire, une usine à gaz et qui tend à élever artificiellement les prix de l'électricité. L'Espagne et le Portugal s'en sont débranchés et affichent désormais un mégawattheure en moyenne de 60% inférieur à ce qui existe ailleurs, sur le continent. Le rapport explique en somme qu'en matière de compétitivité et notamment de prix de l'énergie, le vieux continent est au bord du gouffre et au pied du mur, mais le rapport Draghi préconise un grand bond en avant européiste. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Donc, sur l'électricité, la première chose que l'on puisse mentionner, c'est que le décrochage en défaveur de l'Europe est récent. Pendant de nombreuses années, c'était le contraire qui existait, et c'est la crise russe qui a notamment causé cette hausse du prix du gaz, du kilowattheure électrique. Auparavant, ce n'était pas vrai.
c'était plutôt le contraire. Et on voit bien que ça n'a pas empêché la survenance du décrochage. Donc, c'est vrai également pour les industries intensives en énergie, ce qui n'est pas le cas de toutes les industries. L'industrie est d'ailleurs le secteur qui a le plus réduit ses intrants énergétiques depuis de nombreuses années, et l'intensité énergétique du PIB industriel n'a cessé de diminuer au cours des 30-40 dernières années pour justement se dégager au niveau des coûts de production. Sur le marché européen, le problème, c'est la tarification au coût marginal. Donc, on pourrait envisager d'autres règles et d'autres formes d'interconnexion également des réseaux qui préexistaient avant le marché unifié de l'électricité pour avoir un réseau stable. Celui-ci étant d'autant plus nécessaire que l'on injecte beaucoup d'énergie renouvelable dessus. Donc il faut de l'interconnexion. Maintenant, la manière de la faire peut être différente. Merci beaucoup, M. Cohen. Écoutez, quand vous lisez le rapport, c'est très simple. Ce n'est pas du tout à cause de l'énergie que l'Europe a décroché il y a 10 ans. Parce que le décrochage européen date d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on ne parlait pas du prix de l'électricité. Donc le rapport Draghi, il est incontestable là-dessus. C'est le décrochage en termes de productivité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est à la base du décrochage en termes de compétitivité et qui est à la base de l'appauvrissement relatif des Européens. Et cette perte de compétitivité et cette perte de productivité est directement liée. Et là aussi, les tableaux que fournit Draghi sont tout à fait éclairants. Ils sont liés au décrochage en matière d'innovation et au-delà même de l'innovation, en matière de R&D. Donc je crois qu'on peut, si on veut, dire que Draghi est complètement à côté de la plaque et que tout revient à des problèmes de coûts. Moi, je ne le crois pas du tout. Draghi confirme ce que des montagnes de travaux ont établi sur le décrochage européen en matière de recherche, en matière d'innovation et en matière de gains de productivité. Non, je crois que vraiment, il faut qu'on s'attaque à cette question des gains de productivité. Merci beaucoup. La parole est à Jean Le Suc pour le groupe Ensemble pour la République et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos deux intervenants pour leurs exposés et leurs analyses. Vous l'avez souligné, le rapport Mario Draghi dresse un bilan mitigé de la politique européenne de compétitivité liée à la productivité que vous évoquiez à l'instant. Nous avons bien compris que l'Europe apparaît en retard en termes d'innovation, de réduction des dépendances stratégiques et de démographie. Le rapport propose des pistes de travail sérieuses pour l'Europe. 3 me paraissent indispensables. Finaliser le marché unique, vous l'avez évoqué, en levant les barrières restantes, notamment dans le domaine de l'énergie, des services numériques. Réduire les charges réglementaires qui pèsent sur les investissements, freinent l'innovation. Et enfin, adapter la formation professionnelle aux nouveaux besoins industriels, y compris en matière d'industrie verte. L'Europe est par ailleurs un continent vieillissant qui pourrait perdre jusqu'à 2 millions de travailleurs chaque année jusqu'à 2040. Aussi, il est indispensable, et de ce point de vue, le rapport le montre très bien, que la formation des nouveaux travailleurs soit adaptée aux besoins des nouvelles technologies. Aussi, à la lecture de ce rapport et de vos interventions, Madame, Monsieur, j'aurais 2 questions. D'une part, pensez-vous que l'Europe, telle qu'elle est construite aujourd'hui, en l'état actuel du droit, institutionnellement et politiquement, est en capacité de mettre en œuvre ce rapport? À défaut, quelles seraient les évolutions à envisager, à la fois à court et moyen terme? Et d'autre part, au regard de la situation internationale, voyez-vous l'élection de Donald Trump comme un moyen d'accélérer la réforme de la compétitivité européenne? Merci beaucoup. Messieurs, dames. Écoutez, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, l'Europe, dans sa forme actuelle, n'est pas capable de répondre aux défis que le rapport Draghi a formulés. La meilleure preuve, c'est que Mario Draghi dit d'une part qu'il faut compléter le marché unique, parce qu'il estime que le marché unique a encore des trous, notamment en matière financière et en matière de marché des capitaux, et qu'en plus, il ajoute que même si on allait plus loin en matière d'intégration des marchés, ça ne suffirait pas, qu'il faut en plus avoir des politiques volontaristes sectorielles. Et s'il mentionne les PIEC, c'est pour dire qu'ils sont dans une forme naissante
et que si on veut aller beaucoup plus loin, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire là aussi, il faut des organisations plus intégrées, il faut des moyens plus importants, il faut en rompre avec la règle des 27 du consensus à établir entre les 27. Donc c'est un vrai changement de cap. Et donc, si vous voulez, quand vous lisez le rapport Draghi, au fond, il y a deux pistes possibles. La première piste, c'est de dire, au fond, quand même, au cours des dernières années, on a fait quelques avancées. On a été capable de lever les lignes rouges sur la dette commune, on a été capable d'avoir une réponse sur le Covid, on a été capable de mettre quand même en place une politique vaccinale européenne, il n'y a pas eu de guerre de tous contre tous. Donc on peut essayer, dans une logique d'accumulation progressive, de mesures, on peut essayer d'avancer dans cette direction et au fond, plus de marchés uniques, des PIEC un peu mieux financés, ça peut quand même permettre de transformer les choses. Mais en même temps, la deuxième lecture, c'est de dire que, comme on l'a dit pour l'industrie de défense, tant qu'on aura des stratégies différentes et qui sont nourries par une vision géopolitique différente, eh bien, on ne pourra pas mettre un terme, par exemple, à ce qu'est la politique d'approvisionnement de la Pologne en matière d'équipement américain. Et la solution que je propose et qui relève de la première logique, qui est de bâtir des coopérations, comme ça a été dit, ça prend énormément de temps et ça peut pas se faire comme ça. Donc, au fond, il y a deux pistes possibles. Il y a soit continuer à accumuler des politiques du type Covid, soit la grande rupture et le saut fédéral. Et là, il faudra un moment institutionnel. Merci beaucoup. Rien à ajouter par rapport à ces éléments. La question des conséquences de l'élection de Donald Trump, il est toujours difficile de faire de la politique fiction. On n'a pas d'idée claire de la manière dont il va appliquer le programme qu'il a présenté pendant la campagne. Pour l'instant, il est vraiment difficile de faire des paris sur la réaction politique de l'Union européenne à ce changement important aux États-Unis. Merci beaucoup. Dernier orateur de groupe, Marietta Karamanli, pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos deux intervenants des éclairages apportés. Je voulais revenir un petit peu sur deux sujets. Donc, on a marqué dans le rapport, d'abord la priorité qui place pour la recherche et l'innovation. Vous en avez parlé, Monsieur Cohen, au centre de la compétitivité donc, de l'Union européenne. Il note aussi que les dépenses publiques consacrées à l'ARI manquent d'ampleur et ne sont pas suffisamment axées sur l'innovation de rupture. Vous en avez parlé. Il fait aussi la comparaison avec les États-Unis, justement, où la grande majorité des dépenses publiques aux États-Unis sur l'ORI sont effectuées au niveau fédéral, tandis que dans l'Union européenne, on dépense la même chose, mais au niveau des différents gouvernements, et seul 1/10 des dépenses est effectué au niveau de l'Union européenne, malgré les retombées importantes des investissements publics dans l'ARI du secteur privé. Alors, deux questions. La première, ce serait donc sur la recherche, justement. Dans un rapport qu'on avait présenté ici avec ma collègue Sabine Tillet, nous avions regretté que les plans justement européens et nationaux soient aussi fragmentés et que le programme aussi varié, de sorte qu'il résulte un manque de lisibilité et de visibilité. Alors, avez-vous des préconisations pour améliorer l'efficacité de ce qui existe aujourd'hui? Et sur le financement, puisque vous avez parlé aussi, les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne, comme rapporteur, j'avais d'avis sur ces règles, j'avais suggéré que les tolérances au regard des nouveaux seuils puissent être vues au regard de la nature des investissements stratégiques pour l'Union européenne, comme la transition énergétique, la défense, vous en avez parlé, la recherche. Que pensez-vous donc des moyens à privilégier visant à concilier la coordination budgétaire entre États, mais aussi des investissements pour l'avenir? Merci beaucoup de votre attention et vos réponses. Merci beaucoup. La réponse, moi, je l'ai déjà donnée. Je trouve qu'il y a un élément auquel on n'accorde pas suffisamment d'importance, c'est l'emboîtement des PIEC nationaux et européens. Au fond, si on a choisi les mêmes secteurs, par exemple la batterie,
par exemple le cloud souverain, par exemple les composants nano. Si on a choisi les mêmes programmes, les mêmes filières technologiques, et si on constate qu'il y a des programmes nationaux et un grand programme européen, pourquoi ne pas systématiser l'emboîtement des programmes nationaux dans le programme européen? Et moi, je vois là une piste tout à fait intéressante et qui commence déjà d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est sur la base d'informations mutuelles, sur parfois des programmes qui sont des programmes communs. Mais il faut aller, à mon avis, beaucoup plus loin. Finalement, ce n'était pas donné du tout qu'on se mettrait d'accord sur les mêmes secteurs et qu'on veuille se donner les mêmes objectifs d'autosuffisance. Donc, allons-y. Ceci étant, les débuts de stratégie coopérative européenne dans ces domaines sont un peu inquiétants. Je suis avec beaucoup d'attention la stratégie batterie. Vous avez vu qu'en matière de batterie, il y a eu des alliances européennes qui se sont nouées. Il y a eu des alliances entre énergéticiens et entreprises de l'automobile. On a même décidé de bâtir des usines communes. On a même décidé parfois d'acheter de la technologie chinoise pour accélérer le transfert de technologie. Et vous constatez comme moi que la première grande usine en Suède ne démarre pas ou démarre avec des dysfonctionnements majeurs, parce que ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'on n'a pas simplement décroché en matière de recherche, en matière d'innovation, mais on a décroché également en matière de génie industriel. On ne sait plus fabriquer correctement des objets industriels. Et le fait qu'on soit allé en Chine pour acheter la technologie et qu'une fois importée en Suède, la technologie ne fonctionne pas et qu'on est en train de faire appel maintenant à des entreprises chinoises pour les aider à faire du manufacturing, ça fait réfléchir. Hein. Merci beaucoup. On était là plutôt sur le volet innovation. Il y a également le volet recherche à mentionner. Et je voudrais commencer en insistant sur le fait qu'aux États-Unis, les universités sont très largement financées par les États et pas par le niveau fédéral, ce qui, finalement, toutes choses égales par ailleurs, tend à rapprocher de la situation de ce que l'on a en Europe, où ce sont les États qui financent les universités. On a également en Europe plusieurs pays dans lesquels il y a des grands centres de recherche pluridisciplinaires nationaux à dimension européenne, voire mondiale, les Max Planck Institute en Allemagne, le CNR en Italie, le CNRS ou l'INRAE en France. Donc on a une structure de la recherche qui fonctionnait, dirais-je, sur les subventions d'État et qui a fortement muté ces dernières années avec l'Europe de la recherche, l'ERC, qui fonctionne plutôt sur la base d'appels à projets. Et là, la direction qui est prise, c'est une sorte de double niveau avec les laboratoires et les universités d'élite d'un côté et les universités d'enseignement de l'autre. Et ce système a certainement des vertus. Il est très onéreux en termes de temps, puisque la charge administrative qui est dénoncée pour les entreprises, l'impôt papier, se retrouve aujourd'hui sur la recherche fonctionnant sur subvention d'État dans les différents pays, avec ce que l'on appelle la recherche empêchée, due justement à ce système. Donc une réforme de l'attribution des crédits de recherche à l'échelle européenne serait très largement bienvenue pour diminuer ses coûts de fonctionnement et accroître les moyens pour la recherche en tant que telle. Merci beaucoup. Il y a une autre orateur de groupe, en l'occurrence, Sabine Thier pour le groupe MoDem. Merci, pour le groupe démocrate. Monsieur le Président. Merci à nos deux intervenants. Si je vous ai bien compris, on a besoin d'une plus grande réactivité, on a besoin de changer de logiciel et on a surtout besoin des financements de l'innovation en termes d'innovation et recherche. Mais on est quelque part aussi aujourd'hui dans les sociétés vieillissantes. Je crois que c'est un problème aussi, je ne sais pas si vous voyez ça. On n'aime plus la prise de risque, j'ai l'impression, ce qui est quand même ce que les Américains sont encore
capables de faire. Il y a beaucoup de monde autour de nous et on est beaucoup dans les principes de précaution, particulièrement aussi en France, ce qui est des freins. Et on voit aussi les réactions de beaucoup d'États membres par rapport aux recommandations du rapport Draghi. Quand on parle de financement, certains conseils se prononcent évidemment pour de nouvelles ressources propres, mais il y a quand même des divergences entre plus d'investissements publics, plus d'investissements privés. Or, le temps court. Pour vous, et là, il y a une question peut-être un peu particulière, nous disposons de combien de temps pour réagir avant de décrocher complètement? Merci beaucoup. Combien de temps pour réagir? Cela dépend pour quoi faire. Dans certains secteurs, ça peut aller plus vite que dans d'autres. On a vu tout à l'heure que tout ce qui nécessite des investissements en recherche fondamentale et des secteurs qui ont des temps de gestation des technologies longs, même si on prenait la décision de passer à des politiques publiques européennes unifiées dès le mois prochain, il faudrait de toute façon plusieurs années pour que les politiques produisent leurs effets. Sur la question de l'âge, donc la corrélation entre âge et goût du risque, bon, je ne la connais pas parfaitement. Ce qui apparaît dans certains domaines, c'est que la prise de risque aux États-Unis est le fait d'une minorité de citoyens ou d'institutions, et que la capacité à prendre des risques peut être également fortement facilitée par l'existence de filets de sécurité. Et donc l'arbitrage entre appétence pour le risque, qui peut passer par des modalités de financement type equity finance, business angels, ce genre de choses, et l'existence de protection pour les entrepreneurs et pour les citoyens de manière générale, doit être traité simultanément. Donc la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'on ne peut pas agir sur un segment isolément du reste. Il faut penser système, et c'est là qu'est toute la difficulté de l'élaboration de ces nouvelles politiques publiques. Justement, votre question est particulièrement intéressante parce que... Oh, pardon. Votre question est intéressante parce que, en fait, nous autres chercheurs, nous nous sommes interrogés sur cette question. Qu'est-ce qui favorise la recherche, l'innovation de rupture? Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, ce ne sont pas des jeunes en rupture de banc qui sont les plus grands innovateurs, etc. Pas du tout. C'est bien souvent des élites, des enfants d'élites traditionnelles. En gros, si vous avez des parents qui ont été profs, et des grands-parents profs ou chefs d'entreprise, etc., votre potentiel comme innovateur est plus élevé que si vous êtes au contraire un jeune détaché de toutes les attaches, etc. Donc non, la liaison que vous établissez entre le vieillissement et la recherche et l'innovation n'est pas véritablement fondée. D'abord parce que même dans des pays vieillissants, vous avez des jeunes, et qu'en plus, ce ne sont pas les jeunes qui font ces innovations de rupture. Bien souvent, ce sont des gens, regardez ce qui s'est passé, par exemple, dans le vaccin ARN messager du Covid. Non, le Français dont on a beaucoup parlé, c'est quelqu'un qui dirigeait une entreprise française avant d'aller aux États-Unis tenter son aventure. Et là, il a rencontré des financiers qui ont pu l'aider à porter son projet. Donc, fort heureusement, il n'y a pas ce déterminisme biologique, je dirais. Voilà. Le temps qui nous reste. Alors, sur le temps qui nous reste, donc là, la réponse va être assez simple. Les Chinois ont décidé, il y a 7 ans, je crois, de lancer ce qu'ils avaient appelé le programme 2025. Ils ont dit, en 2025, on va être les leaders de l'intelligence artificielle, du numérique, des nouvelles énergies éoliennes, etc. Et ils se sont donné un programme, et au bout de 7 ans, ils ont atteint leurs objectifs. Donc, il faut nous donner des programmes longs, avec les financements adéquats, et nous y tenir. Je veux dire, je ne considère pas aujourd'hui que la bataille de la 6G est perdue. Mais je ne vois pas de plan européen de la 6G.
Voilà. Donc, si on ne s'y met pas, on ne risque pas d'y arriver. Merci beaucoup. On a terminé avec les orateurs de groupe. Il me reste quelques autres orateurs avec un temps de parole un peu plus réduit. Je vais commencer par Mathieu Marquiot pour le groupe Rassemblement National et pour 1 minute. Monsieur le Président, chers collègues, le rapport Draghi nous montre les faiblesses de la défense de l'Europe. Il est vrai que face à la crise ukrainienne, les nations européennes ont révélé leur sous-investissement chronique et la dépendance excessive aux armements non européens, notamment américains. Cette situation de fragmentation nous coûte, affaiblit notre compétitivité et limite notre capacité à agir face aux défis sécuritaires croissants. Le Rassemblement national soutient une autonomie en Europe des nations capables de produire leur propre armement pour garantir notre autonomie stratégique. Nous pensons qu'il est urgent de mieux coordonner les efforts des nations en Europe, notamment en encourageant les projets conjoints et de coopération entre les gouvernements et industries, et ainsi de donner la priorité aux solutions européennes dans les achats de défense. Mais cela doit se faire en préservant les intérêts nationaux, surtout pour un pays comme la France, qui a su bâtir une industrie de défense puissante et qui constitue un pilier de notre souveraineté et de notre politique étrangère. Ce rapport propose également de centraliser la politique de défense à la Commission européenne avec la création d'un commissaire à la défense. Nous nous y opposons car la défense doit révéler de la compétence exclusive des États membres comme tout élément de souveraineté indispensable. Merci. C'est effectivement une déclaration qui n'appelle pas forcément de réponse de votre part. Très bien. Je passe la parole à David Amiel pour le groupe Ensemble pour la République. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci, Madame Levrato et Monsieur Cohen, pour vos éclairages très stimulants pour notre commission. Moi, ma question donc portait sur la temporalité et la priorisation des mesures envisagées, parce qu'on voit bien qu'on a une difficulté spécifique là pour les prochains mois, qui est la mâchoire d'acier entre d'une part les surcapacités chinoises et d'autre part le choc économique provoqué par l'élection de Donald Trump. On parle d'ailleurs beaucoup des mesures commerciales, mais il y aura aussi le choc provoqué par les mesures fiscales, le choc provoqué par les mesures de déréglementation, que ce soit en matière d'intelligence artificielle ou d'énergie. Et on a une double difficulté qui est qu'au niveau des États membres, on est dans une phase de consolidation budgétaire pour des raisons de cycle économique interne qui se comprennent très bien. C'est l'après-crise, c'est le moment de reconstituer des marges de manœuvre, mais qui sont très décalées par rapport aux initiatives des autres grandes puissances. Et au niveau de l'Union, on a beaucoup de pistes qui sont mentionnées dans le rapport Draghi, qui sont des sucres lents. La réforme des marchés de capitaux, elle est extrêmement importante, mais elle donnera des bénéfices qui ne seront pas immédiats. Et donc moi, ma question est de savoir, dans toutes les mesures qu'on a évoquées jusqu'ici, lesquelles vous paraissent devoir être prioritairement mises en œuvre dès 2025 pour faire face à cette conjoncture internationale. Merci beaucoup. Écoutez, je vais vous répondre avec un exemple qui est celui de l'intelligence artificielle. Que dit le rapport Draghi? Le rapport Draghi dit que la recherche sur l'intelligence artificielle a été stimulée aux États-Unis par le développement de stratégies de recherche concurrentes, en Chine par un objectif obsessionnel de rattrapage, et en Europe, on a voulu limiter, endiguer, prévenir les effets de l'intelligence artificielle en multipliant les réglementations. Au point que nous sommes devenus, et nous nous en vantons, une superpuissance normative. Draghi dit qu'il faut absolument rompre avec cette représentation de la superpuissance normative. Si on veut véritablement, en matière d'intelligence artificielle, compter, il faut changer radicalement de perspective. Et donc, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce que vous avez dit. Si on ne s'attaque pas aux réglementations et encore plus à la prolifération des réglementations, il y a peu de chances que l'Europe compte sur le terrain de l'intelligence artificielle, mais peut-être qu'on peut s'en passer et laisser ça aux Américains, aux Chinois. En réponse à votre question, il me semble qu'une politique de l'innovation radicale passe d'abord par une politique elle-même innovante et que tenter ou souhaiter dupliquer les technologies américaines en Europe pour rattraper un retard ne soit pas en soi une politique réellement innovante. Donc la question, c'est comment jouer sur les différences, quelle différenciation, quelle complémentarité
avec les innovations, avec les nouvelles technologies qui sont développées dans les deux grands blocs, à savoir la Chine aujourd'hui et les États-Unis. Et là, le rapport Draghi est assez discret puisque dans sa logique un petit peu déterministe, hein, le modèle à suivre, le système à rattraper et le système américain, la question est comment faire et essayer de les rattraper, voire de les dépasser. On laisse de côté des champs entiers, des domaines entiers. J'ai parlé de l'environnement, il n'en a pas été beaucoup question dans la discussion, qui pourtant devront être prises en charge parce que ça va s'imposer, comme on le voit aujourd'hui, avec le coût des dommages environnementaux qui sont subis en Europe et aux États-Unis. Donc, première question, ou premier souhait, c'est comment se différencier justement et répondre aux besoins qui ne sont pas résolus par les grands compétiteurs. Donc ça, ce serait la priorité si je devais en donner une. Merci beaucoup. La parole est à Karim Benbrahim pour le groupe socialiste et apparenté. Pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Le rapport Draghi pointe 2 enjeux majeurs, celui de l'investissement massif dans la transition énergétique et celui du financement de ces investissements. Or, nous le savons, la dette écologique alimente la dette financière. Ne pas investir dans la transition écologique présente un coût. Le coût de la réparation des dégâts causés par les catastrophes écologiques, le coût de l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique et le coût du nécessaire rattrapage qui devrait être réalisé. À ces coûts financiers viendront s'ajouter le coût de la perte de la compétence et donc de la perte de notre indépendance et de la perte de notre souveraineté. Nous avons mis en place un pacte de stabilité financière pour limiter le risque que le comportement budgétaire d'un pays ne vienne déstabiliser le reste de l'Union européenne. Mais finalement, un pays qui n'investirait pas suffisamment dans la transition écologique ne risquerait-il pas de déstabiliser davantage notre Union européenne, y compris sur le plan financier ? Aussi, que pensez-vous de l'idée de sortir certains investissements des critères du pacte de stabilité ? Ne pensez-vous pas que nous aurions besoin d'un pacte de stabilité écologique ? Et quelles pistes en ce sens devraient être, selon vous, explorées ? Merci beaucoup. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Vous avez beaucoup mentionné le rapport de mon ami Pisani-Ferry. Qu'est-ce qu'il dit, Pisani-Ferry ? Il dit qu'il va falloir investir massivement dans la transition écologique et énergétique. Il dit que ça va coûter de l'argent. Et donc, il dit également que ça doit nous conduire à faire de nouveaux arbitrages. De nouveaux arbitrages en matière d'investissement et de nouveaux arbitrages en matière de consommation. Lorsque vous déclassez une usine qui est encore productive pour faire à côté une usine plus propre, vous détruisez du capital productif pour créer un nouveau capital productif qui va donc coûter. Donc en matière d'allocation des investissements, vous détruisez quelque chose qui fonctionne pour mettre quelque chose qui sera plus vert. Ça a un coût. Et de même, vous ne pouvez pas continuer à consommer comme vous consommez dès lors que vous n'avez pas le même arbitrage entre investissement et consommation. Donc oui, allons-y pour la transition écologique, mais sachons que ça a un impact et sur les investissements et sur la consommation. Oui, mais il est tout à fait envisageable, et ce sont des propositions qui existent à l'échelle du Parlement européen, justement, de démaastrichiser, si vous me permettez ce néologisme. Ça change quoi ? Monsieur Cohen, s'il vous plaît. Oui, de sortir donc des critères, excusez-moi, je suis un peu troublée, de Maastricht, les investissements pour la transition écologique de manière à permettre leur financement. Donc ça, c'est techniquement et institutionnellement faisable. Cela ne semble pas correspondre aux attentes de certains pays, voire à l'intérieur des pays qui pourraient y être favorables, de certaines tendances. La difficulté à laquelle on se trouve confronté, c'est que ces investissements, contrairement à des investissements de croissance, ne sont pas rentabilisables tout de suite, puisque leur temps de retour est beaucoup plus long. Donc, comment faciliter les arbitrages et les engagements vers des investissements plus verts
par rapport à des investissements qui génèrent davantage d'externalités négatives, hein, pour parler comme une économiste. Là, c'est la question des politiques publiques. Il y a un mécanisme qui aurait pu être intéressant, qui me semble-t-il n'a pas été évoqué, c'est celui du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le fameux MACF, qui a été mis en place au niveau européen et qui permettrait justement de rééquilibrer les arbitrages en rendant moins profitables les investissements bruns par rapport aux investissements verts. Merci beaucoup. La parole est à Alexandre Sabatou pour le groupe Rassemblement national et pour 1 minute. Merci Monsieur le Président. Le rapport Draghi dresse le constat d'une Europe enfermée dans ses contradictions vertes et qui se désespère des conditions économiques déplorables qu'elle a elle-même créées. L'abandon du moteur thermique à l'horizon 2035, la course aux énergies décarbonées et enfin les normes et des processus de décision trop lourds entraînent notre industrie automobile dans une longue agonie. En parallèle, nous n'avons pas su donner les moyens de développer des alternatives crédibles à l'électricité ou à l'hydrogène. Le résultat, une industrie prise de court, incapable de rivaliser avec la Chine, qui inonde désormais nos routes de voitures électriques. Pire, à Méru, dans ma circonscription dans l'Oise, l'entreprise Forvia va licencier ses équipes de recherche et développement après avoir touché plus de 200 millions d'euros d'aide européenne. Après la production, c'est la R&D qui est délocalisée en Chine. Mais que va-t-il nous rester ? Sardou chantait qu'en France, il n'y avait pas de café, pas de coton, pas d'essence, mais qu'on avait des idées. C'est visiblement un peu moins vrai. Selon vous, quelles mesures concrètes devrions-nous prendre à l'échelle française ou communautaire pour stopper cette hémorragie avant que l'Europe ne perde la totalité de son industrie automobile ? Merci beaucoup. Une réponse un peu nuancée. On a fait le choix effectivement du passage à l'électrique dans le domaine automobile. Et ça a été une responsabilité publique collectivement assumée au niveau européen. Mais il ne s'en suivait pas pour autant que l'industrie automobile européenne devait se consacrer à faire de grosses SUV électriques et ne pas être capable de produire des petits véhicules électriques, comme ça a été fait en Chine notamment, qui auraient pu être plus abordables. Des petits véhicules électriques avec les subventions publiques auraient pu davantage percer. Là, il y a eu quand même un problème de responsabilité et de stratégie dans le domaine de l'industrie automobile. Toute la responsabilité n'incombe pas uniquement à l'État et aux institutions européennes. Merci. Juste pour compléter à ce sujet, le développement du véhicule électrique en Chine s'est effectué grâce à une réglementation et des exigences du gouvernement chinois extrêmement strictes par rapport aux constructeurs, qui portaient en particulier sur le poids des véhicules, qui devaient être régulièrement réduits de manière justement à rendre cette industrie plus compétitive. Preuve, s'il en était, que la règle peut stimuler l'innovation. Merci beaucoup. La parole est à Liliana Tanguy pour le groupe Ensemble pour la République. Pour 1 minute. Merci Monsieur le Président. J'avais une question. Selon vous, est-ce que le rapport Draghi se fonde sur la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo ? Parce qu'en fait, ça a été dit, il faut que chaque nation se spécialise dans les secteurs où elle a le meilleur avantage compétitif. Et alors, ma question, c'est comment encourager l'émergence de champions européens, comme vous l'avez mentionné, pour concurrencer les États-Unis et la Chine, quand on constate des intérêts divergents entre les États membres. Et on en a une illustration en ce moment avec la négociation de l'accord du Mercosur, où visiblement, voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre États sur une politique commerciale commune. Donc ça peut se transposer aussi sur les politiques industrielles. Merci. Comme je l'ai indiqué dès ma première phrase, la ligne du rapport Draghi, c'est de dire que la dynamique de marché, la dynamique des avantages comparatifs avec un État qui surtout reste en arrière et n'intervient pas, cette dynamique-là n'a pas produit le meilleur des mondes possible en matière de spécialisation. C'est pour ça qu'il dit que s'il y a certaines spécialisations qu'on veut privilégier, encore une fois, soit pour des raisons écologiques, soit pour des raisons de souveraineté, soit pour des raisons de prospérité territoriale, alors il faut accepter que la main visible de l'État, et notamment de l'État européen, se fasse sentir
pour justement générer des spécialisations qui correspondent davantage à cette vision politique. Donc oui, il faut l'intervention et on ne peut pas s'en remettre aux seules dynamiques de spécialisation de marché. Sur la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, alors il en existe plusieurs versions et je vous renverrai aux travaux sur ces grandes limites qui ont été réalisées par mon collègue Gilles Raveau. Merci. La parole est à Fabrice Légéry pour le groupe Rassemblement National et pour le Parlement européen. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, merci, Madame. Chers collègues, le décrochage de l'Union européenne est dû au manque d'innovation. Il est daté par le rapport Draghi. Il date d'une dizaine d'années. Le rapport Draghi compare l'Union européenne aux États-Unis. Est-ce une comparaison pertinente? N'y a-t-il pas des raisons culturelles qui font que cette comparaison n'est pas pertinente? Les États-Unis sont une nation, l'Union européenne n'est pas une nation. Et surtout, notre décrochage économique n'est-il pas dû à la bureaucratie, à un esprit normatif excessif que nous connaissons déjà, nous, en France, mais qui est décuplé par le rôle de la Commission européenne au niveau européen. Donc la véritable solution ne serait-elle pas dans un allègement de la Commission européenne, la fin de cette folie normative bruxelloise et, d'une certaine manière, faire en sorte que la Commission aide là où c'est nécessaire à coopérer, mais assurer que de toute façon, les coopérations entre États, entre nations souveraines, doivent être librement consenties et c'est à ce prix qu'elles seront fructueuses. Merci beaucoup. Merci à vous. La question est très simple. Pourquoi la dynamique vertueuse qui a fonctionné pendant 30 ans, qui était une dynamique d'émulation, où les États-Unis innovaient, où on faisait davantage, nous, d'abord de l'innovation par imitation. Pourquoi donc ce qui a fonctionné pendant 30 ans, et après, on passait de l'innovation par imitation à l'innovation à la frontière technologique en mobilisant des moyens dans la recherche, etc. Pourquoi cette dynamique qui a fonctionné pendant 30 ans a cessé de fonctionner au cours des 10 dernières années? Je veux dire, pourquoi faudrait-il décréter que l'Europe est incapable de rester dans la course technologique? Non, je suis désolé, il y a peut-être un certain nombre de mauvais plis qui ont été pris, qu'on essaye de corriger ici ou là. Mais en tout cas, une chose est certaine, oublions le rapport Draghi, oublions toute la discussion que nous venons d'avoir. Regardez les rapports de France Stratégie sur la recherche et l'innovation. Et qu'est-ce que ces rapports disent? Ils disent qu'il y a un décrochage de la France en particulier en matière d'efforts financiers de recherche. Il y a un sous-investissement des universités. Et on le voit encore aujourd'hui. Pardon? J'acquiesce. Voilà. Donc, il n'y avait aucun décret qui disait que nous devions renoncer à nos efforts de recherche et d'innovation. Non, je suis désolé. On a pris un mauvais pli, il faut le redresser. Voilà. Merci. La parole est à Céline Calvez pour le groupe Ensemble pour la République. Pour une minute. Merci, Monsieur le Président. Donc, le rapport Draghi souligne l'importance d'investissements massifs pour positionner l'Europe sur les technologies de pointe. Je voulais revenir sur la place de l'intelligence artificielle. Vous l'avez abordé. Monsieur Cohen, vous appelez à ce que l'Europe s'affirme moins comme une superpuissance normative. Mais n'aurions-nous pas des risques pour un bien précieux qui est très fort en Europe, c'est la propriété intellectuelle sur tout ce que l'on a créé, tous les éléments de culture et de données que l'on a. On voit que ces données sont charriés par l'ensemble des modèles, sans garde-fou ou sans meilleure solution de partage de la valeur, n'aurions-nous pas une destruction de cette valeur? Madame Levrato, vous nous invitez à ne pas dupliquer des champs d'innovation, mais à trouver là où nous pourrions créer des innovations de rupture. Que pensez-vous de la capacité en Europe de développer des IA qui répondent à un rétrécissement, une réduction de l'empreinte environnementale? Et puis enfin, je pense que l'IA aussi nous permettrait de relever un défi, c'est la productivité. N'aurions-nous pas intérêt à pouvoir former tous les citoyens à mieux utiliser l'IA dans leur travail ou dans leur vie de citoyen également? Merci.
La capacité à développer des IA plus sobres est actuellement en travaux. Il y a beaucoup de chercheurs à l'INRIA qui développent des méta-IA justement pour pouvoir arbitrer les meilleures IA sans une débauche d'énergie pour répondre à des problèmes qui ne nécessitent pas des calculs nouveaux mais simplement un stockage de calculs préexistants. Donc c'est actuellement en réflexion et il y a des progrès importants qui sont faits dans ce domaine. Il y a Mistral qui propose une alternative à ChatGPT, mais en effet, les compétences à l'usage de l'IA ne sont aujourd'hui pas priorisées dans le domaine de la formation et appellent de grands efforts de la part de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, mais aussi pour la formation tout au long de la vie pour utiliser ces outils-là. Merci beaucoup. Dernière prise de parole, Sylvie Josserand pour le groupe Rassemblement National. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Cohen, Madame Levrato pour votre éclairage. Ma question est la suivante. Pour rétablir la compétitivité de l'Union européenne, le rapport Draghi préconise des investissements à hauteur de 750 à 800 milliards d'euros par an, sans que la durée d'ailleurs de ce financement ne soit précisée. Pour assurer ce financement, le rapport Draghi propose non seulement un financement bancaire par un nouvel emprunt mutualisé, mais propose encore de privilégier les financements par les marchés en drainant l'épargne et les capacités de financement privées à travers l'optimisation de l'union des marchés de capitaux. Or, l'union des marchés de capitaux n'a jamais été finalisée faute de consensus des pays européens à raison des risques de volatilité et de spéculation. Aussi, ma question est la suivante. Comment articuler la mutualisation de la dette avec l'union des marchés de capitaux et dans cette philosophie de financement par les marchés de capitaux, quelles pourraient être les garanties offertes pour la sécurisation des capitaux privés? Merci. Merci à vous. Écoutez, la réponse est très simple. Vous posez une question de tuyauterie financière. La tuyauterie financière, on peut la concevoir de bien des manières. Par exemple, on a soulevé ces derniers jours la question d'un produit d'épargne spécifique destiné à l'industrie. Vous savez qu'on adore les livrets, on a multiplié les livrets. Voilà un type de placement sécurisé qui pourrait se développer avec un financement dédié pour l'industrie. Donc je ne crois pas que la difficulté soit essentiellement technique et je ne crois pas que le marché de capitaux générerait nécessairement le développement de la titrisation avec les folies de la titrisation qu'on a connues en 2008. Il n'y a aucune fatalité à ça. Draghi est bien placé pour le savoir. Il a été patron de la Banque centrale italienne. Il ne propose pas du tout la généralisation des méthodes de titrisation à l'américaine. Non, on peut véritablement mettre des produits financiers adaptés pour mobiliser l'épargne européenne et la mettre au service de la réindustrialisation européenne. La juxtaposition de différents circuits de financement permet justement d'atteindre cet objectif de mitigation des risques pour certains épargnants qui souhaiteraient placer leur épargne dans le développement de l'innovation ou de l'industrie. Tout le monde ne peut pas intervenir sur les marchés de capitaux de manière directe. Donc il y a de l'intermédiation financière qui permet de faire de la mitigation du risque. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, chers collègues, pour vos questions. C'était un échange extrêmement riche et intéressant. Je pense que c'est le point de départ pour de nombreux rapports que nous allons pouvoir mener et résolutions au sein de cette commission. Merci infiniment pour votre temps, pour la pression de vos réponses, la concision aussi, parfois parce que c'est difficile de cette petite partie de ping-pong, mais vous l'avez très bien accompli. Donc merci infiniment. Il me reste quelques points, quelques nominations de rapporteurs à réaliser avant de lever la séance, mais je vous en prie, vous pouvez sortir. Non, c'est pas tout de suite, peut-être dans quelques temps. Et je vous laisse quitter la salle et je procède aux nominations de rapporteurs au même moment. J'ai été saisi des candidatures suivantes. Donc un état des lieux des plans stratégiques nationaux en matière agricole, Benoît Biteau et Julien Dive. L'Union européenne face à la guerre en Ukraine, Maxime Michelet et Michel Tabarot. L'Union européenne face au défi du financement de la transition écologique, David Amiel et Karim Benbrahim. L'avenir de la base industrielle et technologique de défense, Michel Herbillon et Anna Pic. Et la politique commune de la pêche, bilan et perspective, Liliana Tanguy et Damien Girard.
S'il n'y a pas d'objection, je vous propose qu'on procède à ces nominations et il y en aura d'autres qui auront lieu la semaine prochaine. Voilà, mes chers collègues, prochaine réunion mercredi 27 novembre à 15 h avec l'examen de 2 propositions de résolution, l'une pour une définition harmonisée des entreprises de taille intermédiaire à l'échelle européenne par Madame Sabine Thier et l'autre relative à la création d'une flotte européenne de sauvetage en mer de Madame Elsa Faucillon. Je vous remercie.